petite vidéo pour rappeler l'essentiel sur les intégrales généralisées sans paramètres. Je rappellerai la méthode générale d'étude de la nature d'une intégrale généralisée, les intégrales de référence et comment on s'y ramène. Je citerai quelques consignes trouvées dans les rapports de jury CCP et je montrerai quelques exemples pour terminer. La première chose à faire lorsqu'on étudie la nature d'une intégrale généralisée, c'est d'introduire la fonction f que l'on intègre. Donc, on lui donne un nom bien choisi en fonction de l'énoncé. Ici, je l'ai appelé f de façon générique, mais ça ne sera pas toujours f qu'on pourra l'appeler. Et ensuite, on regarde les bornes de l'intervalle d'intégration et du coup, on détermine de quel type d'intervalle d'intégration il s'agit. C'est-à-dire, on regarde si c'est un segment, un semi-ouvert ou un ouvert. Lorsque l'une des bornes est infinie, déjà on sait que en cette borne ce sera ouvert. Maintenant, si c'est une borne finie, on regarde si la fonction f est définie ou non en cette borne. Ensuite, on regarde par les règles usuelles si on peut affirmer que sur cet intervalle d'intégration, qui a été préalablement défini, la fonction f est bien continue par morceau. Bon, la plupart du temps elle est continue. Et on regarde également à ce premier stade si la fonction f est positive sur notre intervalle d'intégration. Ceci en vue bien sûr de pouvoir appliquer les théorèmes de comparaison pour les fonctions de signe constant sur l'intervalle d'intégration. Lors de cette première étude, on a donc dégagé déjà les bornes où il peut y avoir problème. En une borne infinie, il y aura toujours une étude à faire, et en une borne finie où la fonction f n'est pas définie, il y a aussi une étude à faire. Lorsque la borne est finie, la borne à problème est finie, on commence d'abord par regarder si l'intégrale y est faussement impropre, c'est-à-dire si en cette borne finie, il existe une limite finie ou pas pour la fonction f. Lorsque la fonction f possède une limite finie en une borne finie, on dit que l'intégrale est faussement impropre en cette borne et en particulier elle est donc convergente en cette borne. Deuxième point, si on n'a pas pu conclure par le premier point, c'est-à-dire si l'intégrale n'est pas faussement impropre ou si plus généralement la borne est infinie, on cherche à se ramener à une intégrale de référence par le théorème de comparaison. Attention, ce théorème de comparaison s'utilise sur des fonctions de signe constant ou pour des fonctions dont on regarde l'intégrabilité et non pas simplement la convergence de l'intégrale. Lorsque il ne semble pas y avoir de convergence absolue, la meilleure méthode pour conclure est de faire une intégration par partie pour envisager de la semi-convergence. Alors, on a dit qu'il fallait la plupart du temps se ramener aux intégrales de convergence, donc je les rappelle, il n'y en a pas d'autres que celle-ci, toutes les autres ne sont pas de référence et donc doivent se ramener en fait à une de celles-là. Alors, en 0, il y a la fonction ln, dont l'intégrale entre 0 et 1 est convergente, et même absolument convergente, on peut dire que ln est intégrable au voisinage de 0. Ensuite, il y a les intégrales de Riemann en une borne finie. Alors, on connaît évidemment en 0 le résultat, qui est que l'intégrale de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1, et ça s'étend par changement de variable à la borne inférieure ou supérieure lorsque ces bornes sont réelles, et que la fonction intégrée est donc 1 sur t moins la borne inférieure puissance alpha, ou 1 sur la borne supérieure moins t puissance alpha, et là encore il y aura convergence si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Ensuite, en plus l'infini, il y a les exponentielles, donc ces exponentielles sont intégrables au voisinage de plus l'infini si et seulement si ce sont des exponentielles strictement décroissantes, ce qui revient lorsqu'on a mis sous la forme exponentielle moins at à dire si et seulement si a est strictement positif. Et puis il y a aussi les intégrales de Riemann en plus l'infini, ces intégrales, donc de nouveau de dt sur t puissance alpha, convergent au voisinage de plus l'infini si et seulement si alpha est cette fois strictement supérieur à 1. À la rigueur, on peut rajouter en intégrale de référence, celle qui apparaît assez souvent, intégrale de 1 sur 1 plus t de dt entre 0 et plus l'infini, qui convergent puisque une primitive est la fonction arctangente qui possède une limite en plus l'infini. Alors, comment s'y ramener? Par les relations de comparaison, pour pouvoir utiliser le théorème de comparaison. Donc, je rappelle les trois relations de comparaison que l'on utilise généralement. La relation de négligeabilité. Donc, on aura f de t est un petit taux au voisinage de a de g de t lorsque le quotient f sur g est de limite nulle en a. On aura la relation de domination. F de t est un grand taux de g de t lorsque le quotient f sur g
est une fonction bornée au voisinage de A. Et la relation d'équivalence, f de t équivalente à g de t au voisinage de A toujours, lorsque cette fois la limite du quotient est égale à 1. Donc c'est très précis ces définitions, et il ne faut pas en mettre une au hasard en pensant que les trois sont similaires. Alors, laquelle choisir en général? Ça dépend un petit peu de l'énoncé, mais regardez dans un premier temps si vous pouvez par un simple encadrement conclure. Si une majoration permet directement de se ramener à une intégrale de référence convergente, à une fonction de référence dont l'intégrale est convergente, c'est le plus simple. Sinon, la relation la moins exigeante, c'est la relation de domination, donc la relation grand O, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser, de faire attention aux constantes multiplicatives. Et la relation petit o, évidemment, lorsqu'elle est adaptée, n'est pas compliquée, puisque la limite nulle ne posera pas de problème en général. Là où il y a le plus d'erreurs, c'est lorsque vous utilisez la relation d'équivalence, tout simplement parce qu'en général, les équivalences que vous annoncez sont fausses, parce que vous oubliez les constantes multiplicatives. Donc, par ordre de priorité, vous choisissez la majoration simple, puis petit o ou grand O, et en dernier recours, équivalence, ou disons utiliser équivalence que si vous êtes vraiment sûr, c'est-à-dire si vous faites l'effort de regarder si le quotient des fonctions dont vous affirmez l'équivalence est bien de limite 1 au voisinage de là où vous considérez l'équivalence. Alors, dans les rapports de jury, on trouve quelques erreurs dites inadmissibles. Alors, ces erreurs inadmissibles sont l'oubli de l'hypothèse de continuité par morceau sur l'intervalle d'intégration. Et c'est bien précisé dans les rapports de jury de CCP, pour les différentes filières d'ailleurs, que cet oubli est sanctionné. C'est pour ça qu'il faut impérativement commencer par introduire la fonction f et par les règles usuelles, affirmer qu'elle est continue par morceau sur l'intervalle d'intégration. On trouve aussi que l'oubli de l'hypothèse de positivité en vue d'utiliser les théorèmes de comparaison est sanctionné. C'est pour ça aussi que je vous demande dans un premier temps de regarder si cette hypothèse de positivité est vérifiée ou pas. Si vous le faites, on pourra du coup considérer que vous avez vérifié que vous pouvez utiliser le théorème de comparaison, et ça vous évitera aussi de l'utiliser lorsqu'il ne peut plus s'utiliser, c'est-à-dire ne pas utiliser ça si vous avez des fonctions équivalentes mais qui sont de signes non constants. Lorsqu'on montre l'intégrabilité de f, en vue de montrer que l'intégrale est simplement convergente, vous montrez en fait plus fort d'une certaine façon, puisque vous montrez l'absolue convergence, et donc, si vous oubliez d'affirmer que l'absolue convergence entraîne la convergence, là encore, vous êtes sanctionné. Donc attention, si vous utilisez des théorèmes de comparaison et que vous prouvez du coup l'intégrabilité, parce que c'est plus simple que d'introduire de la positivité, attention, n'oubliez pas d'affirmer que l'absolue convergence entraîne la convergence pour pouvoir conclure que l'intégrale est convergente. Et sanctionner également, c'est d'ailleurs tout à fait normal, les mélanges de vocabulaire entre intégrable et convergente. Donc on trouve dans les copies bien souvent que l'intégrale est intégrable, ou encore que la fonction est convergente, ce qui n'a aucun sens. Je rappelle du coup le bon vocabulaire. Pour une intégrale généralisée, l'intégrale converge, ou éventuellement diverge, mais elle n'est pas intégrable. Pour une fonction, la fonction elle est intégrable, ou n'est pas intégrable d'ailleurs, mais elle est intégrable lorsque l'intégrale de sa valeur absolue ou de son module converge. Donc on n'écrira pas qu'une fonction converge. Ça n'a pas de sens de dire qu'elle est convergente pour dire que son intégrale est convergente. Voilà donc ce qu'on peut trouver dans les rapports de jury. Alors quelques exemples de bonne application de cette méthode. Je vais en donner trois. Un premier que j'ai pris à partir du sujet de CCP-PSI 2015. Donc il s'agissait de montrer que l'intégrale de cosinus t puissance moins t sur racine de t entre 0 et plus l'infini est convergente. Je fais bien ce qu'on a dit dans la méthode, j'introduis la fonction, donc dans un premier temps son expression ici, et je m'interroge pour déterminer si au niveau des bornes d'intégration 0 et plus infini, je dois ouvrir ou fermer. Bien sûr, en plus infini, toujours, on ouvre. En 0, je regarde, j'ai racine de t au dénominateur, donc j'ouvre. Ensuite, on a dit qu'on allait affirmer la continuité et, si possible, la positivité
sur l'intervalle d'intégration. Pour la continuité, pas de problème, les règles usuelles nous permettent de dire que la fonction est continue sur 0 plus l'infini. En revanche, ici, du fait de la présence du cosinus, la fonction n'est pas de signe constant. Donc pour pouvoir appliquer mes théorèmes de comparaison, je vais raisonner sur la valeur absolue de f. Et donc j'aurai utilisé le résultat, la convergence absolue entraîne la convergence de l'intégrale généralisée. Alors je vois donc que j'ai ouvert en 0 et en plus l'infini, je vais du coup devoir faire une étude en 0, puis une étude en plus l'infini. En 0, je regarde si c'est faussement impropre, malheureusement ce n'est pas le cas, puisque lorsque je prends ici un équivalent, en fait ça va être 1 sur racine de t qui n'est pas de limite nulle. Mais je peux donner l'inégalité f de t inférieure ou égale en module à 1 sur racine de t. Et c'est valable sur tout r plus étoile. Or 1 sur racine de t c'est d'intégrale convergente entre 0 et 1, donc je vais pouvoir dire que f est intégrable sur 0 et 1. Son module est majoré par une fonction intégrable entre 0 et 1. Il me reste à regarder en plus l'infini. En plus l'infini, il suffit de dire que à partir au moins de t égale 1, le 1 sur racine de t est plus petit que 1, la valeur absolue de cosinus t est toujours plus petite que 1, donc valeur absolue de f de t peut être majorée par e puissance moins t à partir de t égale 1. Je suis ramené à une exponentielle strictement décroissante qui est intégrable sur 1 plus l'infini, c'est une intégrale de référence. Donc de nouveau, en utilisant mon théorème de comparaison, je peux en déduire que ma fonction f est intégrable sur 1 plus l'infini. Elle est intégrable sur 0,1, elle est intégrable sur 1 plus l'infini, donc elle est intégrable sur 0 plus l'infini. Je sors mon théorème, l'absolue convergence entraîne la convergence, et je peux conclure que l'intégrale généralisée de ma fonction est convergente. Un deuxième exemple, avec l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de t sur tt-1 dt. De nouveau, j'introduis mon expression ln de t sur tt-1 et je regarde par rapport aux bornes de l'intervalle d'intégration. Je vois que la présence de t-1 au dénominateur va m'obliger à ouvrir en 1. Et bien sûr, en plus l'infini, comme d'habitude, c'est ouvert. Donc là encore, je vais devoir faire l'étude en 1 et en plus l'infini. Mais je n'oublie pas au préalable de dire que ma fonction est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et là, ln étant positive au-delà de 1 et tt-1 également, je peux dire que ma fonction est positive sur 1 plus l'infini. Donc je pourrais appliquer directement sur f mes théorèmes de comparaison. Alors en 1, c'est une borne finie, donc je regarde si j'ai une limite finie pour éventuellement dire que la fonction est d'intégrale faussement impropre. Et effectivement, c'est le cas, puisque ln de t, qui est ln de 1 plus t-1, avec t-1 qui en 1 tend vers 0, est équivalent à t-1. Donc mon ln de t sur t-1 est équivalent à 1 sur t en 1, et 1 sur t en 1, c'est encore équivalent à 1. Donc finalement, j'ai une limite finie en une borne finie. Je peux dire que l'intégrale est faussement impropre en 1, et donc en particulier convergente. En plus l'infini, je remarque que f de t est équivalente à ln de t sur t carré. Or, le ln de t est majoré et est négligeable, disons, devant n'importe quelle puissance positive de t, en particulier ln de t est négligeable devant t puissance 1,5, ce qui me permet de dire que limite de t puissance 3,5 f de t égale 0, et donc que f de t est un petit taux de 1 sur t puissance 3,5. Je suis ramené à une intégrale de Riemann convergente en plus l'infini, et donc je peux conclure que mon intégrale converge puisque la fonction f est positive, ce qui me permet d'utiliser le théorème de comparaison. Donc finalement, l'intégrale converge en 1, elle converge en plus l'infini, je peux conclure qu'elle converge. Un dernier exemple avec les intégrales de Bertrand, alors ici j'ai pris un cas particulier, je me suis placé entre 1 et plus l'infini en supposant que a et b étaient tous les deux des réels positifs. Et je cherche à montrer que, donc sous l'hypothèse a et b de réels positifs, l'intégrale converge si et seulement si a est strictement supérieur à 1. Alors je vais regarder déjà l'intégrand comme d'habitude, c'est ln de t puissance b sur t puissance a. Je n'ai pas de problème ici en 1 puisque ln de t s'annule en 1 mais j'ai pris une puissance positive puisque j'ai pris b positif. Donc ici, je peux fermer en 1 et ma fonction est continue d'une part et positive d'autre part. Je vais donc pouvoir utiliser mon théorème de comparaison directement sur f et je n'ai à faire l'étude que en plus l'infini. Dans le cas où a est inférieur ou égal à 1, je vais me dire simplement que le ln de t il va être supérieur à 1 et donc par croissance de la fonction
t donne ln puissance b de t, je vais pouvoir dire que f de t est supérieur à mon ln de t puissance b va être supérieur à 1, donc à 1 sur t puissance a. Maintenant, sachant que a est inférieur à 1, je vais pouvoir dire que c'est supérieur à 1 sur t. Donc là, une simple majoration me permet de dire que f de t étant supérieur à 1 sur t, qui est d'intégrale divergente entre 1 et plus l'infini, l'intégrale sera divergente. Donc, lorsque a est inférieur ou égal à 1, mon intégrale diverge. Maintenant, lorsque a est strictement supérieur à 1, c'est ce qui pose le plus de problèmes aux élèves. Pourtant, c'est pas très compliqué. En fait, on va comparer à une bonne intégrale de Riemann. Donc, je multiplie par t puissance c, avec c qui est un réel quelconque, ma fonction f de t. Je vois que ça me donne un ln puissance b de t sur t puissance a moins c, qui sera de limite nulle, d'après mes relations de comparaison usuelles, dès que a moins c sera strictement positif. Donc je vais pouvoir dire que f de t est un petit taux de 1 sur t puissance c, dès que c est strictement inférieur à a. Moi, pour pouvoir comparer avec une intégrale de Riemann convergente, j'ai besoin que le c ici soit strictement supérieur à 1. Donc ce que je vais pouvoir dire, c'est que si c est compris entre 1 et a, alors d'une part, j'aurai ma relation de comparaison, f de t sera un petit taux de 1 sur t puissance c, et d'autre part, mon intégrale de Riemann, ici 1 sur t puissance c entre 1 et l'infini, sera convergente. Donc je vais choisir une valeur de c comprise entre 1 et a, ce qui est possible puisqu'on a supposé a supérieur à 1 dans ce cas. Une valeur simple comprise entre 1 et a, c'est le milieu entre 1 et a, ce qui me fait poser c égale 1 plus a sur 2. Et avec c égale 1 plus a sur 2, j'ai mon inégalité 1 strictement inférieur à c strictement inférieur à a qui est vérifiée. Donc d'une part, ma relation de comparaison est vérifiée, d'autre part, mon intégrale est convergente, ce qui me permet de conclure finalement que l'intégrale de Bertrand converge.